Chers amis, élevons nos pensées vers Dieu notre Père, Père créateur de l'univers, infiniment juste et bon, miséricordieux. Et remercions-le pour toutes les bontés qu'il nous donne chaque jour dans cette incarnation. Remercions-le aussi de nous trouver ici pour étudier ces formidables leçons. Et remercions aussi Jésus, son Fils, notre Maître, qui est venu il y a plus de 18 siècles nous enseigner l'un de ces formidables aphorismes qui est « Aimez-vous les uns les autres comme des frères ». Remercions aussi le guide de ce centre, Chico Xavier. Remercions tous les guides respectifs de chacun ici présents et tous les esprits protecteurs et familiers autour de nous. Demandons aux bons esprits de magnétiser l'eau qui est sur la table de chacun afin de profiter de ses bienfaits. Merci. Ainsi soit-il. Merci. Merci, Dominique. Bonjour, Shana. Bonjour à tous. Excuse-moi la Bonjour. voix, là. Bonjour. On a tous attrapé l'influenza ici à la maison, donc... C'est bon. Donc, je vais ouvrir les textes ici. Adriana, est-ce que tu peux lire les premiers textes, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Thème, langage des désincarnés. Comment se caractérise le langage des esprits? Sans aucun doute, le langage de l'esprit est avant tout l'image qu'il l'extériorise de lui-même. Cela se produit même sur les plans physiques où quelqu'un, sachant réfléchir, aura besoin de peu de mots pour définir l'étendue de ses projets et de ses sentiments, se satisfaisant de la synthèse qui lui permettra de gagner un plus grand potentiel de temps et d'influence. Il existe des cercles spirituels à des niveaux de sublimation supérieure où les désincarnés détiennent des ressources élevées de richesse intérieure qui arrivent, par leur culture et leur grandeur morale, à modeler avec leurs propres idées des cadres vivants pour évoquer un message ou un enseignement. Que ce soit en silence ou en usant d'un minimum de recours verbaux à travers des circuits mentaux spontanés empreints d'art et de beauté. Tout comme de nombreuses intelligences blâmables formées à la science de la réflexion peuvent modeler des tableaux affligeant un circuit mentaux fermé et obsessionnel sur l'esprit qu'elles jugent magnétiquement. Selon les mêmes principes, dans bien des cas, lorsque les esprits désincarnés contrôlent le médium qui entre en syntonie avec eux, ils agissent sur eux par des images positives dont ils les enveloppent pendant la transe, les obligeant de la sorte à transmettre leurs idées. Dans de telles circonstances, le message est exprimé par les systèmes de réflexion dans lesquels le médium, tout en gardant les cortex cérébral anesthésiés sous l'action magnétique du communicant, reçoit ces idéogrammes et les énonce avec ses propres mots. Cependant, même si nous reconnaissons que l'image est à la base de tout échange entre les créatures incarnées ou non,
nous sommes forcés d'observer que le langage articulé dans les dits espaces des nations a encore une importance fondamentale dans les régions où l'homme ordinaire sera transféré immédiatement après avoir été détaché de son corps physique. Pedro Leopoldo, le 20 avril 1958, Évolution dans deux mondes de André Luiz. Merci, Adriana. Christophe, est-ce qu'il était en mesure de lire un petit morceau? Oui, d'accord. Introduction, le septième sens et l'esprit étendu. Il y a longtemps que j'ai ce sentiment de communication télépathique avec mes deux filles, dont je me sens très proche. Je me mets à penser à elles juste avant que le téléphone sonne. Ça m'arrive aussi avec des amis. Je me surprends toujours à leur dire « Tiens, j'étais justement en train de penser à toi » quand je décroche le téléphone pour leur répondre. Letoseferiades dormait dans la même chambre que son bébé. Je me suis réveillée en sursaut, consciente d'un danger. Ma fille, âgée de 6 mois, dormait paisiblement dans son berceau sous la fenêtre. J'ai eu l'impression qu'une voix intérieure pressante me disait d'aller voir si tout allait bien. Quand je suis arrivé à côté du berceau, la même voix pressante m'a ordonné d'écarter immédiatement le berceau de la fenêtre. J'ai aussitôt saisi le bord du berceau et je l'ai reculé d'un pas dans la pièce, juste au moment où le lourd boîtier du rideau, avec sa tringle, s'écroulait à l'endroit précis où s'était trouvé le berceau une seconde avant. William Carter commandait une patrouille de Gurkha lors d'une opération antiterroriste en Malaisie en 1951, lorsqu'ils tombèrent sur un campement visiblement abandonné depuis peu. Pendant que nous examinions les débris qu'ils allaient laisser un peu partout derrière eux, j'ai eu soudain l'impression que quelqu'un m'observait. J'avais le sentiment d'un danger. Cette sensation m'étreignait pratiquement la nuque. Je me suis retourné et j'ai vu, à une vingtaine de mètres de là, un type en uniforme avec une étoile rouge sur son chapeau qui me regardait fixement. Il était en train de lever son fusil et j'ai compris que l'un de nous allait mourir. J'ai tiré avant lui, sinon je ne serais pas là pour raconter cette histoire. Et il ajoute qu'il ne doute pas de la réalité de la sensation d'être observé. Si ça n'existait pas, je ne serais pas en vie à l'heure actuelle. La télépathie, les prémonitions et la sensation d'être observé sont pour le moment inexpliquées en termes scientifiques. En fait, l'existence même de ces phénomènes est controversée. Ils semblent se produire, mais si la science a recensé toutes les forces, tous les champs et tous les moyens de transport d'informations possibles, alors ils ne devraient pas exister. Mais notre compréhension scientifique des principes fondamentaux est-elle à ce jour plus ou moins complète? Les grandes questions ont-elles toutes reçu leurs réponses? Certains scientifiques pensent que oui. D'un autre côté, si ces phénomènes se produisent réellement, ils démontrent que la science actuelle est incomplète. Quand la communauté scientifique les prendra au sérieux, les effets seront révolutionnaires. Ils élargiront nos idées sur le cerveau et l'esprit, sur la nature animale et humaine, sur l'espace et le temps. Le matérialisme en tant que philosophie ne cesse d'évoluer à mesure que changent les idées scientifiques sur la réalité physique. Les frontières du normal ne sont pas fixes, mais changent en fonction des différentes orthodoxies scientifiques. Au cours du XXe siècle, le matérialisme s'est transcendé dans la physique, comme l'a fait remarquer l'épistémologiste Karl Popper. La matière ne constitue plus la réalité fondamentale comme le matérialisme à l'ancienne. Les champs et l'énergie sont devenus plus fondamentaux
que la matière. Les particules ultimes de la matière sont devenues des vibrations d'énergie à l'intérieur de champs. Les frontières de la normalité scientifique bougent de nouveau à mesure que se fait jour la reconnaissance de la réalité de la conscience. Les pouvoirs de l'esprit, jusqu'ici ignorés par la physique, constituent les nouveaux territoires scientifiques à explorer. Le septième sens, Rupert Sheldrake, édition Durocher, 2004. Voilà, merci Dominique, merci Christophe. Bon, merci beaucoup Adriana. Je crois que nous sommes en face d'un texte, des deux textes, un écrit en 1940 à Pedro Leopoldo, où habitait Chico Xavier. D'ailleurs, ça c'est une curiosité parce que le livre Évolution en deux mondes, il a été écrit par Chico à Pedro Leopoldo et par Valdo Vieira à Uberaba. Donc, une semaine, André Louise écrivait par Chico, l'autre la semaine d'après par Valdo. Et le livre s'y fait, si on l'analyse, c'est le même langage. C'est un livre assez scientifique. Pour quelqu'un qui, comme Valdo, ce ne serait pas un problème parce qu'il était médecin et dentiste. Cependant, pour Chico, qui n'a fait que son 4e année du primaire, ça serait assez étonnant. Donc, comment les esprits communiquent leurs pensées? Comment ça fonctionne, cette mystérieuse communication que nous entamons avec les esprits? Est-elle vraiment différente de la communication que nous entamons entre nous? Quand on voit là quelqu'un qui remarque qu'il s'y fait regarder, ou qu'on reçoit la pensée de quelqu'un qui va nous appeler, ou qu'on prévoit, on a l'intuition d'un événement qui va s'y passer. Est-ce que tout cela est vraiment différent de la communication des esprits? On parle en fait des mêmes genres de phénomènes qui ont à la base les mêmes types d'explications. La science, comme Sheldrake nous a montré, et lui est un scientifique renommé, un biologiste et vraiment connu partout. Si je ne me trompe pas, il est à Cambridge. Et il a publié ça en 2004. Il y a d'autres textes qui sont venus après, donc c'est très récent. Et tout simplement pour dire, bon, la conscience est le nouveau territoire à explorer. Parce que la matière est en train de s'effondrer. De plus en plus, on va vers l'énergie. Et les scientifiques commencent à voir que la conscience a un pouvoir de déterminer ce qui s'y passe au niveau matériel. Ils commencent à s'y rendre compte de ça. Et c'est bizarre parce que, pour fermer là mon commentaire, Richard Feynman, qui a été un scientifique assez prix Nobel de physique, qui est assez connu parce qu'il était quelqu'un de très allumé, très... il a dit, bon, à un moment donné, la physique va devenir plate parce qu'on va comprendre, est-ce qu'on va découvrir des lois pendant combien de temps encore? À un moment donné, les phénomènes les plus importants, on aura déjà les lois capables de les expliquer. Et à ce moment-là, ça peut devenir un peu plate parce qu'on n'aura rien d'autre à faire. Je crois à ça, une immense prétention et rien savoir en fait, parce qu'ils sont des gens très allumés pour les sciences humaines, mais de l'humanité, de la physique, mais qui sont très loin encore d'un aspect fondamental de l'être humain, qui est la conscience et l'esprit. Donc, que savons-nous vraiment? Très peu.
Et l'espiritisme, en fait, il nous aide. On commence à parler là, comment ça se produit, ces phénomènes de la communication. Pour nous, c'est compréhensible, c'est explicable, même qu'on ait encore beaucoup de recherches à faire, parce que c'est bien beau avoir une théorie qui fit très bien avec les phénomènes, qui les explique très bien. Là, je parle des fluides, du fait que nous sommes faits de la même matière et spirituelle, donc nos corps et spirituels sont faits de la même matière. Donc, cela nous permet de communiquer nos impressions et nos vibrations. Le périsprit, c'est un corps plastique, ça veut dire qu'il répond à la pensée. Ça veut dire qu'il est capable de vibrer. Plus la fréquence mentale est élevée, plus on est capable de communiquer notre pensée et nos émotions et nos sentiments. D'ailleurs, ça se fait plus rapidement que la pensée parce qu'on met là l'énergie de notre être, de la volonté, qu'on en aime ou qu'on haït quelqu'un. Et c'est évident qu'on peut recevoir là les bonheurs et les malheurs des présences spirituelles, incarnées et désincarnées, par l'entremise de cette communication fluidique. La science est très loin de cela, mais nous, je pense que nous avons la chance de connaître tout cela parce que nous pouvons l'y appliquer. Nous savons comment tout cela fonctionne et il parle du mécanisme de communication des esprits par la formation d'images. Donc, cela peut expliquer des choses, par exemple, comme comment un esprit qui parle portugais peut se communiquer par un médium qui parle espagnol. Comment un esprit qui parle français peut donner une communication en Chine. Bon, il parle par un processus qui est universel. C'est la formation d'images. Est-ce que c'est le seul moyen? Non, il y a d'autres moyens. La communication mécanique, mettons, un esprit peut manipuler les bras d'un médium, mais même ça passe par les contacts avec les médiums, l'influence sur les médiums, et c'est un mécanisme assez complexe. Il parle aussi des pictogrammes. Ça, c'est très intéressant parce que les Japonais et les Chinois ont un langage qui fonctionne à base des pictogrammes. Donc, nous avons en Occident un langage différent, c'est discursif. On a un mot pour chaque chose. Ces mots vont s'enchaîner avec des connectifs. Mais en chinois ou en japonais, il y a un pictogramme. Et ces pictogrammes-là, dépendamment de comment on l'utilise, il va communiquer tout un ensemble d'informations. Et si on les combine avec d'autres aussi. Donc, quand un esprit s'approche de nous, il projette l'image d'une mère tendre avec son bébé. Comment le médium va transposer ces mots-là? Chaque médium va les transposer selon sa culture, sa formation, son niveau d'évolution, mais les deux vont recevoir la même image. Donc, c'est là que la communication médiumnique devient un peu complexe. Et c'est ça qui explique les besoins du travail de médium pour devenir de plus en plus quelqu'un qui reçoit et transmet le plus fidèlement possible. Mais voilà, je ne vais pas trop m'y allonger et j'ouvre pour qu'on puisse avoir d'autres participations. Je peux m'allonger si vous dites rien, là, c'est à votre... Allez. Moi, j'ai beaucoup pensé à ça, même avant le spiritisme, sur le langage, puis c'est vraiment rudimentaire le langage, parce que tout ce qui est chose de l'âme et des sentiments, c'est vraiment difficile à décrire avec juste le langage, là. Puis, je voudrais faire remarquer que des fois, quand on parle avec des gens, puis on veut expliquer quelque chose, on fait souvent référence à une expérience qu'on a en commun. On dit, ah, tu sais, quand telle chose arrive, puis là, l'autre, il se va sentir la même chose. Ah oui, tu sais. Fait qu'on fait souvent référence aux sensations qu'on sent ensemble, que tous les esprits, tous les humains sentent. Et même si on voit Jésus, quand il enseignait par parabole,
ça crée une image, ça crée une histoire dans ta tête, quelque chose avec tes propres expériences, tu peux comme te reconnaître. Là. Puis il dit à des esprits que si, mettons, ils n'avaient pas senti ces choses-là, ça aurait rien dit pour eux autres, la parabole, ça aurait comme juste passé, coulé comme de l'eau, comme non, moi, ça ne me dit rien. Puis vraiment, ton âme, il fallait vraiment qu'il sente ces expériences-là pour comprendre le message qu'il y avait derrière cette histoire-là. Alors, c'est vraiment intéressant puis ça me fait penser où est-ce qu'on va aller vers le futur avec une communication plus télépathique et plus vers l'esprit, tu sais, comment ça va se développer plus, parce que, tu sais, le langage, c'est, même à ce point-là, pour nous qui comprennent des choses de l'esprit et des sensations plus subtiles, c'est très, très limité. Alors, c'est très intéressant, puis c'est très comme encourageant pour voir comment ça va se développer un peu plus tard, toute cette communication-là. Super, Sébastien, tu as touché à tellement de choses là mais je ne vais pas réagir là, je vais laisser à la place, mais j'aimerais revenir plus tard. Oui, Adriana. Bonjour, j'ai deux choses à parler. En premier, je voudrais parler de cette partie de la science, là, de la physique et de la science en général. Comment nous, on ne sait rien encore. Notre science est vraiment comme dans les débuts, là, parce que la science, elle a évolué dans la partie matérielle ici, hein, dans ces niveaux de notre niveau de la matière. Mais là, si on pense, est-ce que on sait que le périsprit, c'est une autre matière, que le monde, là de l'autre côté, c'est une autre matière plus subtile. Ce sont quelles les lois qui régissent toutes ces matières-là? Donc, je pense qu'on est tellement loin de tout comprendre parce qu'ici, dans notre matière, on connaît qu'il y a des atomes, des choses, toutes les choses qu'on connaît, mais et de l'autre côté, c'est quoi qui forme ces matières-là? Ce sont quelles les lois qui vont régir, comment on dit ça? Excusez pour mon français. Comment les lois vont faire? Ce sont quelles les lois? On ne connaît rien là. Donc, on doit vraiment évoluer trop. Mais pour la partie de la communication, si on pense là, les gens qui ont eu déjà une expérience de mort imminente, là, quand elles reviennent, elles disent, je voyais tout 360 degrés. Là. Okay? Donc, ça veut dire que le périsprit n'a pas des yeux. D'accord? Donc, les langages, c'est la même chose. On n'a pas une bouche. Donc, c'est vraiment les vibrations, la formation des images, Et là, c'est important de dire que, par exemple, les personnes qui sont encore, qui ne connaissent pas encore les choses, qui n'ont pas encore étudié, qui ne savent même pas que les esprits sont là, ok? Ces gens-là, quelquefois, sont des médiums qui vont ressentir tout ça à travers son périsprit. Et là, comme nous, on est vraiment chanceux de savoir que ça se passe, que ça se produise, parce que là, on peut vraiment développer ces choses, on sait comment élever notre vibration pour entrer en contact avec les esprits qui sont plus élevés. Et là, les gens qui n'ont aucune connaissance, elles sont vraiment comme dans les troubles parce qu'elles vont peut-être avoir une vibration moins bonne, elles vont être toujours connectées avec les esprits inférieurs et elles vont toujours avoir cette communication et elles ne se rendent même pas compte que ça arrive. Et là, c'est un gros problème parce que là, elle commence à développer plein de troubles psychologiques, des troubles d'anxiété, des dépressions, des choses. Et c'est vraiment, ce manque de connaissances, c'est vraiment dangereux. Donc, il y a toujours cette communication, ce langage qui se passe, mais la grande majorité des vivants, d'incarnés, ne se rendent même pas compte. C'est vraiment comme
problématique là. C'est pour ça qu'on vit vraiment une grosse pandémie. La pandémie, comme on disait, comme on a dit l'autre jour, là, la COVID, c'était pas vraiment la vraie pandémie. La vraie pandémie, ce sont les problèmes psychologiques. Et c'est pour ça qu'on a un taux de suicide énorme dans le monde et on ne dit pas, les gouvernements ne nous montrent pas ces chiffres-là, les statistiques. Donc, ça, c'est vraiment un gros problème. Merci, Adriana, tout à fait. Et là, à nouveau, bon, merci à Sébastien, à toi. Vous avez touché à pas mal de choses assez importantes. Mais Dominique? Oui, merci. Bonjour à tous les amis. Je voulais partager 2 sentiments avec vous. Le premier, c'est en première lecture de cette formidable leçon que Giovanna et César nous ont envoyée, m'a fait penser à la question 459 du livre des esprits, où les esprits, la question est, les esprits influent-ils sur nos pensées et nos actions? Et la réponse des esprits supérieurs est sous ce rapport, et ils influent plus que l'on ne pense et dirigent souvent de fois notre vie. Et le deuxième sentiment est cette fameuse imagerie que parle Léopoldo. Et là, je vais venir partager avec vous un formidable cadeau que je vous avais écrit suite à la prière que j'ai faite le dimanche de Pâques. Donc à 9 h, je prie régulièrement parce que nous sommes en égrégore, en syntonie avec beaucoup de personnes qui prient à ce moment-là. Donc ça se passait dans mon salon et l'image va être un peu forte, excusez-moi si l'émotion revient. Donc, je ne savais pas que mon papa était encore très, très malade et qu'il allait avoir cette épreuve. Donc, j'ai l'habitude de prier pour tous les amis de chaque groupe que je connais, donc chaque groupe spirit, plus les amis qu'on a rencontrés dans notre existence, la famille, les désincarnés, les suicidés que j'ai connus, etc. Et lorsque j'ai prié pour tous les spirites, notamment tout le groupe ici présent, il est venu une image. Et donc là, je rejoins la petite pensée de Sébastien et d'Adriana. Cette image, elle était formidable, mes amis. En fait, il s'est passé, j'avais les yeux fermés, j'étais en prière, et j'ai vu apparaître une grande chaîne dorée qui montait au ciel, qui transperçait les nuages et arrivait dans un endroit que je peux vous expliquer, mais tous les souvenirs sont encore là, sans que je les ai écrits. Et cette chaîne transperçait les nuages et arrivait à une place toute blanche, avec un arbre énorme derrière et une table blanche avec des bancs. Et il y avait César, Giovanna, tous les amis de ce groupe étaient présents à cette table. Et je me rappelle qu'on parlait de la compassion. Et cette image était trop forte. Et j'ai reçu la réponse en écoutant au travail la dernière conférence que vous avez faite, la dernière étude. Je ne sais plus le nom, quelqu'un a pris la parole et a parlé de la compassion. Et voilà, je voulais partager cette image, donc ce fameux champ vibratoire qu'on ouvre en prière et que j'arrive pas encore à expliquer et que le spiritisme me donne et vous-même vous me donnez des réponses et voilà, c'était formidable, c'était très très bien. Merci. Merci Dominique. Oui, tout à fait. Sont des expériences qui là, tu rejoins en quelque sorte, Sébastien. Comment peut-on décrire ces choses avec nos mots? Et si on l'a vécu, pas nécessairement la même, mais le même genre d'expérience, on te comprend. Mais on sait qu'il est difficile à décrire dans nos mots. Ça réduit tellement l'expérience, ça la réduit vraiment à presque rien. Et on a comme l'impression, on dit, ça serait préférable si j'étais capable de communiquer
avec une image, ma pensée, les sentiments qui m'entouraient à ce moment-là. Mais en fait, c'est possible. C'est que nous ne savons pas encore comment le faire. Mais voilà, merci. Il est sujet de la compassion. Bon, ça, c'est vraiment merveilleux. Oui, Yuri. J'ai une question, en fait, c'est ça. Tu sais, dans la dernière partie du texte qui dit que le langage articulé sera nécessaire quand même parce qu'il va être transféré immédiatement après que l'homme ordinaire, quand il est détaché de son corps physique. Alors, c'est-à-dire que ce langage articulé, il va être juste nécessaire pour les esprits qui sont moins évolués moralement ou, mettons, tous les esprits qui arrivent, ils ont quand même cette petite période qui vont utiliser le langage articulé. Et donc, j'ai comme je ne connais pas la réponse. Oui, belle remarque, Yuri. En fait, on est en train de critiquer notre langage, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même merveilleux qu'on soit capable de s'exprimer. Avant de répondre à Yuri, mais j'aimerais on remercie en fait le fait qu'on a évolué autant et qu'on soit capable de communiquer quand même avec tous les défauts. Hein, on voit là la communication entre les gens, des fois on dit A, la personne comprend Z et vice-versa. Mais je crois que les langages, c'est pour l'instant le seul moyen que nous avons. Et c'est de là l'importance des grands écrivains. C'est là qu'ils sont essentiels. Parce qu'ils sont capables d'exprimer d'une manière unique tout un monde des sensations, des sentiments et des pensées que nous avons tous, qui ça nous rejoint à tous dans la même expérience. Mais ils sont capables de l'exprimer. Donc, quand on lit les grands écrivains, c'est pour ça que la littérature est essentielle. C'est pour ça qu'on dit il faut lire. Il faut lire les bons, les grands, là, Victor Hugo, Balzac, Shakespeare. Il faut lire les bons, ceux qui nous ont, Mark Twain, ceux qui ont été capables d'exprimer des choses que nous ressentons tous, mais nous ne sommes pas capables des fois. Je me rappelle, en rejoignant un peu l'expérience de Dominique, je lisais Les Misérables et j'ai mis même sur mon Facebook la photo de cette page, les moments que Jean Valjean et Fantine, la marche, elle est allée chercher de l'eau et elle marche tout seule sur une pesanteur épouvantable, une souffrance épouvantable, un enfant qui était battu, traité comme une esclave. En pleine nuit, il y a quelqu'un qui arrive, il prend son seau et Victor Hugo dit à ce moment-là, les deux se sont regardés et aucun mot était nécessaire. Donc, ce sont des expériences qui, moi, j'ai ressenti tout ce que cet enfant-là a senti dans mon enfance, à plusieurs reprises. Mais je n'étais jamais capable de l'exprimer comme ça. Donc, notre langage, elle est très limité, mais elle est encore l'outil que nous avons. Il a rendu à ce qu'Yuri a remarqué, pendant des siècles encore, Yuri, nous aurons besoin de ça. Il y en a des milliards d'esprits, des milliers et des milliers qui décèdent, mais qui rentrent dans les plans spirituels et qui ont besoin d'y recevoir la communication dans leur langage. Ils ont déjà parlé d'autres langues, mais tout cela est bloqué, on n'a pas ces éléments. Donc, pour quelques-uns qui sont plus évolués, la communication va se faire pensée à pensée. Comme les gens qui ont eu là, Adriana nous rappelait ça,
pas seulement la vision pour les gens qui sont décédés, ils sont revenus, mais plusieurs disaient, j'ai ressenti l'esprit. Mon grand-père m'y parlait, mais sa bouche ne bougeait pas. Il parlait directement, j'ai recevé sa pensée, son émotion, je comprenais tout ce qu'il voulait de moi, mais il parlait rien. En fait, sa bouche ne faisait aucun mouvement. Donc là, on voit une grande affinité entre deux âmes. Cela peut faciliter la communication. On n'a pas vraiment besoin d'être évolué, tout simplement, entre toi et ton fils, mettons. Est-ce qu'il est rendu au plan spirituel, vous allez avoir besoin de parler espagnol? Très souvent, non. Parce que le simple fait d'aimer, de vouloir, d'y avoir ces sentiments-là va faciliter la communication. Parce que la vraie communication, c'est ça. Mais supposons que nous sommes plus évolués que nos frères et nous sommes en train de les secourir. Je ne peux pas les en parler par la pensée. Il faut que je parle parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre ce niveau de langage-là. C'est clair ou pas clair? Pas clair? Parce que André Louis dit dans les livres Notre demeure, Nos solar, qu'ils ont, à un moment donné, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des esprits de l'Europe qui étaient ramenés au Brésil pour se faire soigner et qu'on avait besoin des traducteurs pour les en parler. Donc, les langages sont encore très ancrés en nous. Sauf les cas que je disais entre des gens qui ont une connexion très forte. Comment tu peux recevoir l'appel de ta fille avant que le téléphone sonne? Comment tu peux savoir que ton fils est dans un problème quelconque avant qu'il te dise? Donc, la communication s'y fait déjà là. Mais c'est encore très subtil. On n'a pas cette habitude. Mais pour bien des siècles, je crois qu'on aura besoin de la communication verbale, de s'exprimer à l'oral comme si on était incarné. Oui, Denis, Laurence? Oui, je voulais éventuellement partager des petites choses avec vous. Enfin, tout ce que vous dites me parle énormément. Et justement, parce que là, on parlait récemment du rapport parent-enfant. Et moi, j'ai vécu une expérience assez surprenante et presque amusante, donc je vous la partage. En fait, j'étais au rez-de-chaussée chez moi et mon fils adolescent avait mis la musique très, très fort. Et j'avais besoin de lui pour faire quelque chose, donc je l'ai appelé et bien sûr, il ne m'entendait pas. Je l'ai appelé plusieurs fois et puis au lieu de monter jusqu'à sa chambre, je me suis dit, bon, tant pis, je vais me débrouiller toute seule. Et j'ai eu quand même la pensée, je me suis dit, mais c'est terrible quand même, avec sa musique, s'il devait m'arriver quelque chose de grave, il ne le saurait même pas. Et si je l'appelais, il ne viendrait pas. Voilà, j'ai eu cette pensée. Et en fait, tout de suite, donc je me suis débrouillée seule et tout de suite après, je devais partir. Et il m'a téléphoné et il m'a dit, il me téléphone, il me dit, ça va, maman? Alors qu'il était à l'étage, moi je venais de sortir de la maison. Il me dit, ça va? Je dis, bah oui, pourquoi? Mais tu es sûre? Parce que en fait, tu sais, j'ai eu une espèce d'intuition bizarre. Il m'a dit, j'écoutais ma musique très fort et je me suis dit, oh, quand même, s'il arrive quelque chose, j'ai pensé à toi qui étais en bas et je me suis dit, oh, s'il t'arrivait quelque chose, je n'entendrais pas, je ne me rendrais pas compte. Et alors, j'ai baissé ma musique. Donc, c'était curieux parce que je trouvais ça assez amusant, même si en soi, et c'est pas grand-chose comme histoire, mais c'est le fait que je l'avais appelé, moi, je m'étais époumonée en bas des escaliers pour tenter de lui faire parvenir, je vois Yuri à qui ça parle, ça, les rapports parents-adolescents. J'ai essayé de l'interpeller, je voulais qu'il m'entende avec ma voix physique et finalement, c'est par cette pensée que j'ai eue sans l'intention de le contacter à ce moment-là. Simplement, j'ai pensé à lui, j'ai pensé à ça et lui, il a eu la même pensée
au même moment, en fait. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais partager cette petite anecdote avec vous. Sinon, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, tu as cité Victor Hugo tout à l'heure, César, et justement, c'est quelque chose qui m'avait interpellée, le fait que Victor Hugo désincarné, c'est en fait a continué d'écrire et il est passé par des médiums brésiliens, entre autres, je crois, Ivone Pereira. Et je me suis dit justement, donc ces romans ont été psychographiés, ont été écrits en langue brésilienne, en portugais, et en France, ils ne sont même pas traduits. Donc, Victor Hugo était français, et nous, Français, nous n'avons pas accès à ces œuvres qu'il a pu écrire après sa désincarnation, parce que sans doute, il n'a pas trouvé un médium en langue française qui puisse transcrire. Enfin, j'imagine que c'est ce qui s'est passé. Mais justement, je me posais cette question, finalement, pourquoi n'aurait-il pas pu, par la psychographie, écrire un roman en français en passant par une médium brésilienne, finalement? C'était une question, c'est peut-être stupide, mais voilà. Écrire en français? Oui, parce qu'en fait, nous sommes les francophones, nous sommes privés de ces œuvres-là. Voilà. Mais vous êtes punis, tout simplement. Oui. On l'a bien compris comme ça. C'est bien fait pour nous. Non, il pourrait, mais ça demanderait énormément d'énergie qu'on peut faire plus facile. Donc, une des médiums qui a reçu Victor Hugo, c'est Zilda Gama. C'était quelqu'un qui, moi, si je ne me trompe pas, elle a même parlé français. Donc, elle aurait pu. Elle s'exprimait très bien en français parce que c'est une fille d'une famille assez aisée qui a eu une très belle éducation. Cependant, Ivone Pereira, non. Chico Xavier n'a pas reçu cette éducation et d'autres qui l'ont reçu aussi n'ont pas eu dans l'incarnation qu'ils étaient. Les romans d'Ivone Pereira vont être écrits en portugais, même pour les autres esprits qu'elle a reçus, parce que c'est évidemment les plus faciles pour les médiums. On ne va pas demander quelque chose qui va exiger énormément d'efforts, mais ça serait possible. Comment je peux prouver que c'est possible? Parce que des médiums comme Chico Xavier ont reçu des textes en français, en anglais, en luxembourgeois ancien, et même en hébraïque, parce qu'il y avait un garçon décédé qui était David Muscat, qui était un juif et qui se communiquait, il écrivait des mots en hébreu à sa famille, donc une preuve d'identité évidente. Cependant, cela demande énormément, autant à l'esprit qu'au médium. Donc, c'est plus facile communiquer la pensée, la verser dans la langue plus facile pour le médium qu'il le faire en français. Et après, bon, on peut le traduire en français. Malheureusement, Victor Hugo n'a pas trouvé probablement à ce moment-là des médiums assez flexibles et avec des éléments qu'il voulait, parce que ce n'est pas seulement une question de capacité médiumnique, mais aussi d'affinité, des sens de la pensée, des sens moraux, de ce qu'il voulait dire. Et ça, c'est assez complexe parce que les esprits, il faut qu'il y ait une affinité, une complicité entre l'esprit et le médium. Sinon, les choses ne se passent pas. Donc, on peut avoir un médium très bon, mais il n'a pas d'affinité, mettons, on peut dire comme ça, le médium est dominicain et l'esprit qui veut se communiquer est franciscain. Le médium est un très bon médium, mais il croit à des choses que l'esprit ne croit pas. Donc, c'est la difficulté de la communication. Ça empêche la complicité entre ces deux-là.
Mais ça serait possible. Chico Xavier, mettons, pourrait. Une chose, cependant, Laurence, qu'il ne faut pas oublier, c'est que les médiums, même quand ils reçoivent la pensée dans l'esprit, comme Victor Hugo, très souvent sont des médiums qui ou connaissaient les Français, comme Zilda Gama, ou qui l'ont connu déjà dans ses anciennes incarnations. C'est le cas d'Yvonne Pereira. Comment elle a parlé à Chopin? Elle a décrit là des conversations qu'elle a eues, mais ce n'est pas par les Français, c'est par la pensée. Hein? Donc, l'esprit nous envoie, et n'oublions pas qu'au début du texte, il parle que les esprits synthétisent. Donc, c'est pour ça que les pictogrammes et les langages qu'ils vont utiliser, les images, parce qu'une image, comme on dit souvent chez nous, une image peut valoir 1000 mots. Et donc, voilà, on peut synthétiser tout un monde des sensations, des sentiments. Cependant, il faut trouver un médium qui soit capable d'y transmettre le plus fidèlement tout ce que cette pensée-là veut dire. Mettons, ça se peut que Victor Hugo a atteint Laurence, mais pour ça, il faut que Laurence commence. Okay? Et il faut qu'elle commence en ayant l'humilité de tout simplement écrire. Ça va être pas bon d'un premier coup, ça va être mieux dans le deuxième, troisième, et ainsi de suite. Mais on ne va jamais créer cette affinité avec nos guides ou nos amis spirituels si on n'ouvre pas la porte. Parce que si entre nous, la communication est difficile, imaginons avec les esprits supérieurs. Imaginons l'effort qu'ils doivent faire pour venir à notre niveau de pensée. C'est très exigeant pour eux. Donc, c'est assez complexe. Shana? Bonjour à tous. En fait, je voulais juste revenir avec un commentaire de l'expérience de Dominique avec l'image. C'est une très belle image. Et puis, ça m'a fait penser à... Parce que mon fils, il étudie dans une école anthroposophique. Et puis, ça m'a fait penser à ça parce qu'à l'école, ils disent que c'était pas important que les enfants apprennent à lire et à écrire très tôt. Parce que c'est important qu'ils soient capables de comprendre, premièrement, le langage de l'âme, mais exprimé par les dessins. Parce que des fois, les dessins, c'est plus facile d'exprimer que des mots et des paroles. Et les enfants, à cet âge-là, ne sont pas encore très doués pour ça. Donc, c'est que ça me fait penser à l'image que Dominique a essayé de nous apporter. Donc, ça me fait penser à l'expérience de mon fils à l'école parce qu'eux autres, ils demandent les enfants d'exprimer ce qu'ils ressentent par des dessins, par l'aquarelle. Donc, je ne sais pas, Dominique, si vous êtes doué, mais je pense que ça ferait un très beau cadre d'aquarelle. Donc, c'était juste ça, un commentaire que je voulais vous apporter par rapport à ça. Et c'est vrai que des fois, le langage, ça complique un peu les choses parce que moi-même, avec mes enfants, des fois, quand je veux leur donner des consignes, je préfère de donner en français qu'en portugais parce que je pense que je comprends les mots de façon plus objective. Et quand je les fais en portugais, ça fait un détour énormément parce que j'utilise plein de synonymes, plein d'autres mots. Et en tout cas, c'est juste des commentaires comme ça que je voulais apporter. Et une autre chose par rapport à ce que César a commenté pour la complicité entre les esprits et les médiums, ça me fait penser, j'aime beaucoup Johanna de Angelis, mais c'est très difficile de la comprendre, mais elle est très directe aussi dans ce qu'elle dit. Mais je pense que le fait que je l'aime beaucoup, c'était la complicité d'elle avec Lady Valdo, parce qu'il y a une sorte de... Elle est très directe avec les critiques qu'elle fait à lui. Et je pense que ce n'est pas tous les médiums qui seraient capables d'accepter ça plaisamment. Donc, parce qu'elle est très dure des fois dans ses commentaires, dans ses critiques. Mais je trouve directe, je trouve quand même intéressante. En tout cas, c'est juste des deux commentaires que je voulais vous apporter. Merci. Merci, Shana. Dominique? Oui, je voulais dire merci, Shana. En fait, tu as raison, mais je ne sais pas du tout dessiner. Et je suis habile pour le maquettisme, pour les choses minutieuses,
mais je ne sais pas décider. Par contre, j'ai reçu après le sentiment, mais très fort, de mon cœur, que cette chaîne qui transperçait les nuages, qui me donnait cette image que l'on étudiait tout le groupe ensemble sur le mot de la compassion, c'était une connexion, que en fait nous sommes connectés ensemble et peu importe les kilomètres qui nous séparent ou les années-lumière, nous sommes connectés et cette chaîne, elle était symbolique. C'est des images symboliques. Et puis la table blanche, c'était qu'on recherche peut-être cette pureté ensemble, d'évoluer, de devenir meilleurs tous ensemble. Et grâce à votre soutien, grâce à tous vos commentaires, grâce à César, à Giovanna, à Shana, à Adriana, à Laurence, tout le monde, nous arrivons à avoir des réponses et c'est formidable. C'est très, très fort. Et ça, c'est voilà, c'est le spiritisme. Merci, quoi. Merci, merci Dominique, Denis, Laurence. Oui, donc justement, je voulais poursuivre sur cette histoire de l'image parce que quand tu répondais tout à l'heure, César, en fait, effectivement, l'importance pour l'esprit de trouver un médium en affinité avec lui, c'est parce que l'image, elle est soumise à interprétation aussi. Forcément, l'image, on peut voir plusieurs choses dans une image. Et là, je pensais, enfin là, parce que justement, Dominique, tu viens d'en faire la démonstration en disant, moi, j'ai vu cette table blanche et ce que j'ai vu la recherche, une aspiration à la pureté du groupe qui était autour de la table. Donc ça, c'est déjà de l'interprétation autour de l'image. Et souvent aussi, c'est dans les rêves. Effectivement, on peut recevoir des images et enfin, moi, j'ai eu le cas encore récemment d'avoir un rêve où je savais que c'était très important, mais je ne comprenais pas ce que je devais comprendre. Et ensuite, j'ai fait une prière le soir suivant en demandant à être éclairée. C'est parce que j'avais bien compris que c'était un rêve important, mais je ne comprenais pas ce qu'on voulait me faire comprendre. Donc, dans ma prière, j'ai demandé si je pouvais avoir droit à une deuxième chance à travers d'autres rêves pour la nuit suivante. Et ça a été le cas, puisque en fait, c'était 6 petites filles, 6 enfants dans un rêve qui étaient habillés de manière identique avec leur maman. Et enfin, qui était avec leur maman, et la sixième commençait à marcher, elle tombait et elle n'arrivait pas à se relever toute seule. Et l'aînée voulait la relever et moi aussi. Et la maman nous disait non, elle doit apprendre à se relever seule. Alors en soi, on peut dire bon, c'est déjà il y a un sens et puis je pense que c'est tous les parents savent comprennent très bien de quoi on parle là. Mais je savais qu'il y avait autre chose. Et surtout, ces 6 enfants étaient habillés d'une manière très particulière. Elles avaient des vêtements tous identiques et que je revois encore parfaitement. Et j'ai essayé de dater. Et en fait, en me réveillant, j'ai cherché. Et pour moi, je me disais, oh, ça c'est 19e. Je pensais mi-19e. Et en fait, en cherchant, je me suis rendu compte que pas du tout. Et que ça correspondait, enfin, c'est pas très loin, mais que ça correspondait en fait à la façon de vêtir les enfants pendant la Révolution française. Donc déjà, ça se précisait un peu. Et ensuite, alors je vais faire court quand même, mais le deuxième rêve m'a permis de comprendre qu'en fait, ce qu'on voulait me faire comprendre, c'était un message. Ces 6 enfants représentaient les républiques françaises. Nous sommes actuellement sous la 5e République. Et il y avait cette petite fille cet enfant qui commençait à marcher, mais qui n'arrivait pas à se relever. Et donc, le message était il faut qu'elle arrive à se lever seule. Voilà. Donc là, ça prend tout de suite une autre dimension. Je m'arrête là. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'interprétation du rêve, il y a l'image en soi et puis il y a ce qu'on va en déduire, en comprendre, que ça soit dans un rêve où parfois on a des images à l'état de conscience, on a aussi des images spontanées qui nous arrivent pour nous faire comprendre des choses. Souvent, moi, je sais quand je me pose une question, j'ai un problème à résoudre et j'ai une image qui arrive dans ma tête et c'est souvent la réponse, elle découle de cette image. Voilà, c'est tout. Merci. Merci, merci Laurence.
C'est immense, hein, la quantité de phénomènes qui nous touchent, en fait. Hein. Et tu disais là, quel est le mécanisme hein, pendant les rêves que les esprits vont utiliser, c'est ça. Et André Louise, dans certains de ses livres, il explique très bien ça, Laurence, quand il va dire, des fois, ils vont utiliser, dans les livres Les Messagers, il y a une grand-mère qui imprègne la tête de son enfant, sa petite fille, avec des images, parce qu'elle a dit, elle ne va pas se souvenir, elle ne va pas se rappeler des mots, mais une image, on garde. Hein, et après, on s'inquiète parce qu'on essaye de l'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça nous interpelle. Et les esprits utilisent ça assez souvent pour qu'on puisse se rappeler. C'est très difficile de se rappeler de toutes les consignes qu'ils nous donnent. On a une difficulté immense parce que passer le message de notre cerveau périspiritique à notre cerveau physique, c'est très demandant. La pesanteur de notre cerveau physique est assez troublante pour garder ces messages. Mais voilà, je pense que un petit commentaire là au sujet de ce que Shana disait. En fait, Shana, moi, je serais pas mal dans les troubles dans cette école-là. Je ne suis pas doué pour les dessins. Je sais qu'un enfant, bon, il va dessiner, c'est simple, mais par contre, quand j'ai découvert les livres, ça m'a ouvert tout un univers que je ne connaissais pas. Donc, je ne suis pas vraiment d'avis, là, de même avis. Je crois que dès qu'un enfant peut commencer doucement à lire, on devrait l'offrir la possibilité. Je comprends la logique, ils ont, dans un certain sens, raison, parce qu'on n'apprend pas aux enfants à lire pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent s'exprimer. On les apprend pour qu'ils deviennent bons à l'école. Et ça, c'est les mauvais coups là qu'on fait. Mais pour moi, c'était la lecture qui m'a ouvert cette possibilité de m'exprimer. Et donc, ça a pris là quelques temps, hein, parce que j'ai commencé à lire, j'avais là peut-être 12, 13. Pas avant ça, certainement. 14, probablement. C'est un cousin qui m'a présenté la littérature. Mais voilà. Donc, Je voulais juste faire un commentaire. Ma mère, elle est formée en lettres, comment on dit, elle est professeure du portugais. Oui, de lettres, c'est ça. Donc, nous, vous pouvez imaginer, notre cadeau, quand elle a fait notre chambre, c'était vraiment une étagère pleine de livres, pleine de collections de grands auteurs. Donc, nous, pas de question, si on avait des temps perdus, c'était pour de lire quelque chose chez nous. Et je trouve que c'était une très, très, très bonne habitude. Moi, je lis des Platon, des Socrate, tout ça vraiment très jeune. Mais je ne peux pas dire que je comprenais vraiment l'essence de tout ça. Et c'est que ça m'a fait comprendre au longtemps, comme je comprenais certains mots, je comprenais certaines idées, mais je ne comprenais pas l'essence, qu'est-ce que ça voulait dire vraiment. Et ça, c'est parce que moi, je n'étais pas très douée pour comprendre ce que je sens, ce que ça veut dire mon corps, quels sont les sentiments, ce que c'est à l'intérieur de moi-même. J'étais très douée pour comprendre tout ce qui venait de l'extérieur, mais pas de moi-même. Donc, ce que j'aime dans l'école, c'est qu'il fait les enfants apprendre premièrement à sentir, à se reconnaître, à se comprendre comme un esprit, comme l'âme, là, dans tous ses sens. Et c'est très dur d'exprimer ça avec des mots quand on ne connaît pas vraiment c'est quoi l'essence. Donc, je suis complètement d'accord pour des livres. On est très doués pour ça. Mes enfants sont habitués, même si l'école ne joue pas là-dedans, mais dès qu'ils sont petits, qu'il était dans mon ventre, ils entendent, moi, je lis des livres, c'est comme tous les soirs, ça se passe comme ça chez nous. Mais j'aime bien l'idée qu'il soit capable d'écouter son corps, d'écouter ce qu'il ressent. Et des fois, le dessin, c'est la façon plus facile pour les enfants de s'exprimer. Je voulais juste ajouter là-dedans, mais je comprends ton point. Bon, on pourrait discuter pas mal sur ça, mais bon, ce n'est pas vraiment notre sujet. C'est correct. Moi, j'aimerais juste faire un petit commentaire. On a parlé de rêve.
pour moi, les rêves m'ont aidé beaucoup dans ma vie, on va dire. J'ai l'habitude, c'est vrai que ça fait un bout de temps que je rêve pas vraiment, que je me souviens de mes rêves, mais depuis plusieurs années, j'ai pris l'habitude de... Avant, j'avais un cahier, dès que je rêve quelque chose, comme Laurence, qui me touche, puis je vois, j'essaie la sensation que tu as dit, qu'on touche, on dit ça c'est important, je comprends pas, mais ça c'est important. Moi, je prends note. Maintenant, je suis plus moderne, je prends mon cellulaire et j'enregistre mon rêve, je commence à compter. Mais moi, je recommande à tout le monde vraiment d'enregistrer parce qu'on sait que les esprits se communiquent avec vous, avec nous, avec les rêves. Alors, je sais que c'est tout un sujet à part, intéressant de parler des rêves, peut-être un jour. Je sais qu'il y a tout un significat différent, mais c'est juste un petit commentaire que j'aimerais vous dire vraiment. Si vous ne pas se fier beaucoup dans votre mémoire, je ne sais pas comment vous êtes. César me semble avoir une très bonne mémoire, mais moi, des fois, j'ai lu mes anciens et ça touche. Des fois, je pense qu'on reçoit un message un jour qu'on va comprendre juste des années plus tard, par exemple. C'est juste un petit... Tout à fait, Fabio. C'est une très bonne habitude qu'on devrait développer parce que ça nous aide. Tu as tout à fait raison. La mémoire, elle nous fait défaut. Et on pense qu'on va se rappeler. Et 3 jours après, on essaie de raconter quelque chose qu'on a vécu, une expérience ou un rêve. Et on sait que là, ça s'est réduit. On perd beaucoup de choses. Mais oui, tout à fait. Yuri? Le texte, il y a quand même beaucoup de points qu'on n'a pas touchés, puis que peut-être pour la prochaine fois, il parle de télépathie, prémonition. Je pense que ça serait une chose à éclaircir un petit peu là-dessus, parce que moi, je pense à prémonition comme que... je ne sais pas si je suis dans l'erreur, mais si la prémonition, ça serait comme des avis subtils là, de nos amis qui nous mettent ça. Puis la télépathie, ça serait aussi, c'est la transmission des pensées et des sentiments. Donc, en quelque sorte, c'est la même chose. Donc, je ne sais pas si on pourrait aussi discuter là-dessus parce que je trouve ça très intéressant. Prochaine fois, là, je sais que notre temps est fini, mais... Non, Le texte est très... Oui, j'adore ta remarque parce que le texte est vraiment, on n'a pas touché, mettons, au paragraphe, à la phrase qui explique l'obsession, mettons, en circuit fermé. On n'a pas touché à ça. Concernant la prémonition et la télépathie, en fait, les moyens de communication, c'est les mêmes, mais l'intention n'est pas la même. La prémonition, c'est tout simplement un esprit éveillé et plus au courant de quelque chose qui va se passer, qui essaye de nous dire réveillez-vous, ça va venir. Mais il utilise la pensée. Donc, la télépathie ou la prémonition ou l'intuition, tout ça passe par les mêmes mécanismes de fonctionnement, mais avec des intentions différentes. Donc, voilà. Laurence? Oui, je voulais justement rebondir sur ce qu'on venait de dire là. Encore une fois, c'est Yvonne Pereira qui raconte qu'elle a été emmenée dans ce qu'on peut appeler le bas astral, en fait. Et il y avait, je vois César, peut-être ça te parle, cette histoire, où elle raconte qu'il y avait, c'était un endroit où n'étaient que des alcooliques, en fait. Et donc, elle se retrouve là parce qu'elle doit aller voir quelqu'un, si je me souviens bien. Donc, elle est emmenée pour vivre une expérience là. Et on lui propose à boire, etc. Donc, bien sûr, elle refuse. Et ensuite, le groupe d'esprit se met à l'insulter et l'entoure. En fait, il ne la laisse pas partir librement. Comme elle dit qu'elle n'est pas comme eux, il s'attache à elle et il commence à lui parler de son bras. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose, César. Ils lui disent « Mais regarde ton bras, il est cassé, il y a du sang, etc. » Voilà, je crois que ça y est, ça te parle. et en fait, elle dit qu'elle-même se met à paniquer parce qu'elle voit effectivement son bras, elle voit une fracture ouverte, elle voit du sang partout et elle est en panique. Et ensuite, bon, elle est ramenée parce que ça prenait, en fait, elle n'arrivait pas
à prendre le recul à ce moment-là de cette expérience. Mais je pense que là, on est justement, on retrouve les cas des obsesseurs finalement, même si là, c'est différent c'est elle qui les rejoint dans leur enfin, là où ils habitent, mais c'est quand même, c'est bien ça, parce que pourtant médium, donc tout à fait consciente de tout ça, elle dit bien que de retour dans son corps sur Terre, toute la journée, elle était quand même un peu inquiète et qu'elle avait peur d'avoir un accident, parce qu'il lui avait dit, ah, tu vas avoir un accident de voiture, hein, ton bras va être cassé et tu vas voir, et elle a fini par avoir peur elle-même et à le redouter. Voilà, donc parfois on est averti de bonnes choses pour justement nous permettre d'éviter des dangers, de bonnes intuitions, mais parfois ça peut être aussi des esprits qui se jouent de nous et cherchent à nous faire peur en nous mettant des images angoissantes en tête. Voilà, c'est tout. De là l'importance de connaître la médication, hein? La prière, les bonnes lectures, les vibrations élevées, pour qu'on puisse faire face à ce genre de problèmes. Dans ces cas, Laurence, c'est un cas d'induction mentale. Ils essayent de l'induire une pensée de manière à encadrer son comportement. Et ils peuvent faire ça avec une force assez considérable si on n'est pas éveillé, qui vaut rien. Et si tu dis ça à la personne, fermement, et c'est quelqu'un qui est fragile, le matin, elle s'y croit en rien. Donc, l'induction mentale, en fait, ça, le processus d'obsession qui André Louis parle, le plus grave, parce que là, il jouait avec Yvonne Pereira, ok, il savait qu'elle allait s'en sortir probablement, parce qu'elle avait les moyens pour ça. Mais comme dit Adriana au début, il y a des milliers de personnes qui sont en train de vivre ces communications, qui ne sont pas du tout au courant de tout ça. Et là, on a un danger. Et des fois, l'esprit qui est en train d'induire la pensée, il n'est même pas au courant qu'il est en train d'induire la pensée. Il est tout simplement en train de s'exprimer. Mais nous, on l'y prend comme quelque chose qui devient là un moyen d'induire notre comportement. Donc, ça montre la complexité de tout ça, la beauté, mais aussi les dangers. Parce que ces esprits-là peuvent nous induire, il faut que tu fasses telle chose, il faut que tu fasses telle chose, il faut que tu ailles à telle place, il faut que tu ailles à telle place. Et là, il faut toujours qu'on se pose des questions. Ça peut venir pour le bien. Hein? Il y en a quelqu'un ici qui nous a raconté il y a quelque temps, j'ai recevé cette semaine-là, cherche César et Giovanna, appelle César et Giovanna, appelle César et Giovanna. Et, parce que là, la personne avait là un besoin particulier. Mais on peut recevoir là, c'est quelqu'un qui voulait tout simplement, pourquoi César et Giovanna, c'est pas, on n'est rien de rien, mais on a un groupe d'études, on a des amis qui travaillent, on étudie ensemble, comme Dominique a dit, on grandit ensemble. Et on peut offrir ça aux gens, mais il y a des esprits qui vont nous induire à des choses et ils vont les faire avec une subtilité qu'on ne s'y rend même pas compte. Donc, c'est là qu'il faut qu'on fasse attention. C'est pour ça qu'il est prier et être vigilant, que Jésus parlait, c'est nécessaire en tout le temps. On peut lire, si on lit cela, et on ne comprend pas tout ça qu'on a compris aujourd'hui, avant, ça serait quelque chose d'exagéré. Prier en tout le temps, disait Saint Paul. Prier en tout le temps. Ce n'est pas des fois, quand tu as volonté, quand tu as besoin. Il disait prier en tout temps. C'est-à-dire, notre pensée doit être une permanente prière. Donc, pourquoi? Bon, parce qu'on va être en syntonie avec les esprits bienveillants qui vont pouvoir nous protéger de ces phénomènes. Il y a des gens, Laurence, qui le matin, ils vont tomber, ils vont casser la jambe, les bras, parce que l'induction était tellement puissante qu'on va vivre le phénomène. Donc,
Et il faut qu'on se réveille parce qu'il y a une énorme beauté, amour, bienveillance autour de nous, mais malheureusement, on n'est pas capable de se connecter à ça. Hein? Et donc, il y a des incarnés qui vont induire des incarnés. Un père qui induit un fils, un ami qui va induire un autre, quelqu'un qui sait manipuler la pensée de l'autre. Cela peut nous arriver. Il y a des désincarnés qui vont induire des désincarnés, qui vont dire, tu vas faire telle chose, tu vas penser comme ça. Hein? Et les phénomènes peuvent aller à des proportions qui sont épouvantables de l'autre côté, et même dans les nôtres. Mais bon, aimer, prier, étudier, grandir spirituellement. Si on fait ça et on ne connaît rien de ce qu'on a discuté ici, tout ça va marcher bien. Mais bon, moi, je suis dans l'univers dont j'ai besoin de comprendre parce que je suis une âme encore très peu évoluée. Parce que ceux qui sont très évolués n'ont pas besoin de toutes ces connaissances, de toute cette discussion, et tout simplement savent quoi faire. Moi, personnellement, j'ai besoin d'y savoir pourquoi. Et évidemment que j'ai fait là, j'exagère, il n'y a rien de mauvais de savoir les pourquoi, on a besoin de ça. Mais si on ne sait rien de tout ça qu'on a discuté, et on est capable d'aimer, d'être bienveillant, d'avoir de la compassion envers les autres, on va être bien guidé, on va être bien entouré, on va être protégé. Donc, c'est ça qui compte. Mais voilà, on a... la publicité pense qu'à trouver les secrets de la manipulation, mais elle est très ancienne, en fait. Ce secret-là est très ancien. Les publicitaires n'ont que découvert récemment quelque chose qui on utilise, ça fait déjà des millénaires. Et voilà. Donc, suivons les maîtres, parce qu'il nous a tout appris. Et ce que Sébastien disait au début, là, dans son premier commentaire, je trouve génial, c'est Jésus enseignait par parabole. Donc, c'est de la connaissance déshydratée. L'hydratation, il faut qu'on la fasse. L'hydratation, ça se fait avec sueur et larmes. Donc, tant qu'on est capable de travailler fort et qu'on commence à sentir tout ça, ça veut dire au point d'aller aux larmes, on commence à comprendre ce qu'il voulait dire dans ces enseignements cachés. Le langage sert pour montrer, mais elle sert aussi pour cacher. Et Jésus cachait à ces moments-là, dans des mots symboliques, des choses que les gens ne pouvaient pas comprendre à ces moments-là. Donc, c'est comme du lait déshydraté, sec, mais c'est encore du lait. Okay? Ça prend de l'eau. Donc, voilà, mes amis, je crois qu'on avance assez bien et c'est merveilleux, toutes ces connaissances, qu'on puisse les utiliser pour l'amour, pour le bien, pour le bien-être des gens qui sont avec nous. Hein? Et n'oublions pas qu'on peut induire les gens au bien aussi. C'est ça que les guides font. Et tant qu'on prie pour quelqu'un, tant qu'on a de la bienveillance envers quelqu'un, doucement, notre pensée, nos émotions, nos sentiments commencent à entourer cette personne-là. Et dès qu'un petit chemin s'y ouvre vers son cœur, l'énergie va passer. Donc, voilà. C'est ce que les guides font avec nous, ça fait 2000 ans. Hein, on est assez imperméable. Mais ça va, un jour on arrive. Il ne faut pas se décourager, je fais des blagues là. Hein. Bon, Yuri, tu es en mesure de prier pour nous? Donc, laisse-moi
J'ai enlevé la lumière ici de mon cellulaire au point que je ne le vois pas. Désolé. On va clôturer notre séance. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, en cette nouvelle journée, Seigneur, nous voulons t'offrir notre cœur. Nous élevons nos pensées pour vous remercier, Seigneur, pour toutes les bénédictions, pour la santé, pour l'amour, notre famille, nos amis, nos êtres chers, l'abondance, pour toutes les choses merveilleuses, Seigneur, que vous apportez à nos vies. Nous vous demandons, Seigneur, de nous aider à purifier nos pensées, à purifier notre âme, que nous puissions, Seigneur, harmoniser avec les hauts, avec les forces supérieures, avec nos chers bienfaiteurs, avec vous, Seigneur, avec votre amour, votre intuition, pour que nous puissions devenir les instruments de votre paix, de votre amour. Pour que nous puissions, Seigneur, avoir toujours la conviction que nous ne sommes pas seuls, que votre présence nous accompagne, que votre amour est en nous, que dans votre infinie miséricorde, vous nous avez envoyé des êtres merveilleux pour nous accompagner sur notre chemin. Des êtres de lumière qui, avec tant d'amour, nous enveloppent, nous soutiennent. Eux qui nous offrent leur amour inconditionnel. Maintenant, Seigneur, nous savons ce qui signifie être dans le bon chemin. Merci, Maître. Nous ne pouvons que vous remercier par ce profond sentiment de gratitude, puisqu'il n'aura jamais assez de mots. Nous prions, Seigneur, pour que votre présence brille toujours dans nos vies. Que votre amour, Seigneur, nous aide à transformer nos vies. Nous prions, cher guide, pour que votre bienveillance guide nos pas. Nous prions, Seigneur, pour que vous-même nous soutieniez dans les moments de désespoir et d'angoisse. Nous prions, Seigneur, pour que votre joie puisse transformer nos jours de tristesse. Que le soleil que vous êtes, Seigneur, fasse fleurir en nous les grandes vertus. Nous prions, Seigneur, pour que nous puissions être en oration constante. Que nous puissions prier pour tous nos frères et sœurs dans le besoin. Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas. Pour que nous puissions, Seigneur, tous voir de l'eau de vie que vous êtes. Nous remercions, Seigneur, cette nouvelle journée, pour votre présence, la présence de nos chers bienfaiteurs. Et avec nous, Seigneur, que votre paix nous accompagne aujourd'hui et pour toujours. Merci. Merci à tous.